Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur À la croisée des plumes, le podcast dédié à l'écriture et la littérature. Je suis Nina Gorlier, autrice de l'imaginaire et blogueuse littéraire. Tous les mois, je partirai à la rencontre de créateurs d'histoires pour échanger avec eux sur des thématiques bien précises. Ces invités nous dévoileront leur point de vue d'auteur, mais également les œuvres qui les ont marqués en tant que lecteurs. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet interlude d'À la croisée des plumes, le premier de la saison 2. Comme pour l'épisode sur la bête du bois perdu et celui de Sous un cadre immortel, je vous propose une petite rétrospective sur l'un de mes romans. Aujourd'hui, on va parler de La Mélodie des limbes, le deuxième roman que j'ai publié. Son ombrelle à la main, la petite fille aux cheveux blancs se pencha au-dessus du trou. Quelque chose remuait en bas. Malgré la pénombre, elle distingua le clapotis de l'eau, les remous boueux et la forme qui sombrait vers le fond. Ses bottines vernies testèrent la gravité et la planche moisie grinça sous ses talons. Quelques bulles crevèrent à la surface. À sa place, une enfant ordinaire serait en train de pleurer. Mais le spectacle en contrebas peinait à l'émouvoir. La fillette plongea ses petites quenottes dans son poignet palpitant. Elle se mordit le bras jusqu'au sang, et le liquide coula, chaud et poisseux, le long de sa peau. La douleur remonta le long de ses nerfs pour foudroyer ses yeux, puis elle s'envola aussi vite qu'elle était apparue. Dans le trou, la personne avait cessé de se débattre. La petite fille n'était pas parvenue à verser la moindre larme. Vous venez d'écouter les premières lignes de La Mélodie des limbes. Car comme d'habitude, je vous propose de revenir au début. Revenir à l'histoire derrière le roman, ce qui m'a inspiré ce projet, ce qui m'a motivé. Je vais donc commencer avec pour une première partie que je vais intituler « Pourquoi avoir écrit La Mélodie des limbes ?» Allons, je vous propose de revenir en arrière jusqu'en juillet 2018. Mon premier roman, La bête du bois perdu, vient de sortir. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter l'épisode qui lui est dédié si vous voulez découvrir les coulisses de son écriture. À ce moment-là, je suis encore dans l'adrénaline de ma première sortie, et je ne pense pas du tout à l'après. Je sais que je continuerai d'écrire, je pense que je le ferai toute ma vie, mais je ne pense pas encore à une deuxième publication à cet instant. J'ai bien un projet de roman qui vient en moi depuis 5 ans à ce moment-là. Donc maintenant, à l'heure où je vous parle, ça va bientôt faire 11 ans. C'est une ébauche de quelque chose que j'ai déjà commencé au lycée et qui clairement ne vaut rien en état. Donc à ce moment-là, je prends des notes pendant l'été pour reprendre ce projet, n'ayant encore aucune idée à qui l'envoyer vu que ce n'est pas une écriture de conte. En parlant de ça, je pense continuer à écrire pour Magic Mirror, car notre collaboration s'est très bien passée, mais je ne sais pas encore quel conte réécrire. Donc voilà, en juillet 2018, je suis loin de penser à une carrière d'autrice. Surtout que les premiers retours sur La bête de bois perdu n'ont pas tous été positifs, et cela m'a remis les pieds sur terre. Et c'est là que survient le drame. À l'automne 2018, j'ai perdu mon frère Arnaud. Ce n'était pas une surprise parce que c'est survenu à l'issue d'une longue maladie. C'était la seconde fois que ça m'arrivait parce que j'avais déjà perdu mon frère Romain en 2015. Et si je pensais avoir pu me reconstruire, cette deuxième perte, elle a fait s'effondrer tout ce que je croyais avoir pu préserver avant. Chacun vit le deuil à sa manière. Pour ma part, le décès d'Arnaud a ravivé la douleur qui était déjà présente suite à la perte de Romain, et là, tout a été chamboulé. Le reste de l'année 2018, puis l'année 2019 ont été très difficiles, donc moralement, j'étais au plus mal. Et en même temps, à ce moment-là, j'ai commencé ma première année de master pour devenir prof, et donc pour préparer mon concours, le CAPES. Ce qui veut dire beaucoup de travail, c'était du vrai bourrage de crâne, beaucoup de pression. Et à cause de ça, je n'avais plus le temps pour écrire et j'avais plus l'énergie ni l'envie de le faire en fait. Je me souviens avoir eu l'idée de ma novella Miranda durant cette période, d'avoir écrit le premier, peut-être le deuxième chapitre, mais sans jamais aller plus loin parce que clairement j'avais pas le temps. À cause de tout cela, je pense que j'ai passé plus d'1 an sans vraiment écrire. Avec le temps, le deuil se fait, mais cela restait difficile. Je ressentais beaucoup de colère, d'injustice d'avoir perdu mes 2 frères. Je n'arrivais pas à penser à autre chose.
Alors, finalement, j'ai décidé de me reprendre en main et de me forcer, avec de gros guillemets, à faire de la place pour l'écriture dans ma vie. Parce que je savais que ça avait été une passion autrefois et qu'elle était toujours là, quelque part au fond de moi, et que si je la retrouvais, elle me ferait du bien. Donc d'accord, on fait ça, reprenons l'écriture. Mais pour écrire sur quoi? Donc à ce moment-là, j'ai pas repris Miranda tout de suite. Ça, je le referai 2 ans plus tard, mais ça, c'est une autre histoire pour peut-être un autre podcast. Je ne sais plus comment, mais j'ai fini par retomber sur un conte de mon enfance, un conte des frères Grimm, peu connu, un peu étrange, ce qui explique pourquoi il m'a marqué. Ce conte, c'est Les 7 corbeaux. C'est l'histoire d'une petite fille qui parcourt le monde pour sauver ses frères. Automatiquement, à cet instant-là de ma vie, le sujet m'a parlé. Si je n'avais pas pu sauver mes frères, moi, eh bien je ferais en sorte qu'elle sauve les siens. Donc, j'allais réécrire ce conte. Donc là, j'ouvre une nouvelle partie sur l'écriture du roman. À présent, je vais vous parler de l'intrigue des 7 corbeaux et donc de celle de la mélodie des limbes. Je vais devoir dévoiler certains éléments. Même si le thème principal de mon roman saute aux yeux, c'est le deuil, sachez que si je vous conseille de ne pas poursuivre votre écoute si vous voulez absolument ne rien savoir d'autre sur mon roman. Alors à ce moment-là, au moment où je commence à écrire, j'ai très rapidement en tête l'ambiance, les inspirations, sur lesquelles je reviendrai dans un instant. Mais le plus important, ça a été le travail d'adaptation, de réécriture. Il y a certains choix qui sont obligatoires quand on passe d'un conte à un roman, des éléments qu'il faut simplifier et d'autres qu'il faut étoffer. Par exemple, dans le conte originel, la petite fille, qui n'est jamais nommée d'ailleurs, elle a 7 frères. Le nombre 7 revient souvent dans les contes, vous connaissez certainement les 7 nains de Blanche-Neige. Moi, j'ai dû faire le choix de simplifier. Plutôt qu'écrire 7 frères avec chacun une personnalité différente, ce qui est énorme, un travail colossal à faire, j'irais 7 personnages différents qui ont la même fonction scénaristique, c'est beaucoup de complications pour rien. J'ai donc réduit le nombre à un seul frère. Ce sera Frédéric, le frère aîné d'Elisabeth, mon héroïne. J'en profite pour vous dire que je n'ai jamais voulu que la Mélodie des limbes soit une copie conforme de mon histoire, bien au contraire. Je n'ai jamais prétendu écrire une autobiographie. Je ne le souhaite pas, et je ne serais pas capable. Bien sûr, Elisabeth, c'est peut-être le personnage qui me ressemble le plus, mais elle a aussi une histoire et des passions qui lui sont siennes. Il en est de même pour Frédéric. Il n'est pas mes frères, il est son propre personnage. Certes, il est un frère aîné parti trop tôt, dont la disparition est vécue comme un manque, une injustice. En fait, Frédéric, il représente cette personne aimée que nous avions perdue. Je voulais que les personnages existent au-delà de ce que j'ai vécu moi, car selon moi, ils devaient avoir une portée plus universelle. Ensuite, comme je vous le disais il y a un instant, dans le travail de réécriture, il y a aussi les choses qu'il faut étoffer. Par exemple, le conte des frères Grimm, il ne fait que 3 pages. J'avais donc de quoi faire. Il m'a fallu développer les personnages et leurs péripéties, et surtout leur donner un sens, et les lier entre elles. Alors j'ai repris l'ordre dans lequel elles s'enchaînent dans le conte. J'ai créé un lien entre les différents obstacles et surtout une symbolique. D'ailleurs, vous l'avez sûrement remarqué si vous l'avez lu, mon roman est écrit comme une métaphore du deuil. Les différentes parties du roman sont nommées d'après ces différentes étapes. On a d'abord la perte, puis le déni, la colère, le marchandage, la dépression, et enfin, l'acceptation. Ce qui m'a sauté aux yeux quand j'ai redécouvert les 7 corbeaux, c'est un manque flagrant. Il n'y a pas d'antagoniste clairement défini. Les 7 frères sont métamorphosés en corbeaux, presque comme un coup du sort. En fait, c'est une parole en l'air prononcée par le père sans qu'il ne pense vraiment, et voilà, leur sort est scellé, ils sont transformés en corbeaux. Pourquoi? Quel est le lien? On ne sait pas. Plus tard, certes, la petite fille est confrontée au soleil et à la lune qui refusent de lui venir en aide. Mais je vois ces éléments-là, ces personnages-là, plus comme des obstacles que comme des véritables antagonistes. Et d'ailleurs, dans mon roman, Le soleil et la lune, j'en fais davantage aussi. Donc voilà, il manquait encore un véritable antagoniste. Ce que j'entends par là, c'est une menace qui donne un sens à l'histoire, un objectif à la quête d'Elisabeth, un compte à rebours pour les enjeux de l'intrigue, un personnage contre lequel elle va se reconstruire. Et vu la thématique et mon histoire personnelle, à ce moment, le choix de l'antagoniste que j'allais implanter dedans, il était clair. Intervient donc le personnage de l'entrepasseur. Pour être franche avec vous, je ne pense pas avoir écrit la véritable identité de l'entrepasseur comme un spoiler. Je pense que cette identité, elle peut être une évidence dès le début.
Après tout, Élisabeth descend dans les limbes pour sauver l'âme de son frère. C'est ce qu'on appelle une catabase, c'est une descente dans le royaume des morts pour retrouver un être perdu. Comme Orphée veut ramener Eurydice, comme Énée cherche son père, ou alors comme Dante souhaite retrouver Béatrice. Qui d'autre pourrait régner sur les limbes sinon la mort elle-même? Élisabeth ne le comprend qu'à la fin, lorsqu'elle est enfin confrontée à son propre sort. Personne ne peut vaincre la mort. C'est donc l'antagoniste ultime, celui qui gagne toujours. C'est une sorte de déni qui est enfin levé, alors que la réponse a toujours été là, au fond d'Élisabeth. Au fond de nous. L'idée était de représenter la mort sous la forme de petite fille capricieuse, qui joue avec nos vies comme si nous étions ses poupées. Mais c'est aussi un personnage ambigu, solitaire, qui souffre de cette solitude. Pour moi, incarner la mort dans mon roman, ce fut exutoire. Toutes les scènes de confrontation entre Élisabeth et la mort, tout leur dialogue, ce fut comme si je pouvais agresser toute la colère, la tristesse que j'ai pu ressentir suite à la mort de mes frères. Je pense que c'est pour cela que l'écriture de la Mélodie des limbes m'a permis de faire mon deuil. Ça a parfois été difficile, vous imaginez bien. Mais en vrai, ça m'a fait beaucoup de bien. Il est parfois conseillé de trouver comment s'exprimer dans la souffrance pour faire son deuil. On dit parfois qu'il faut écrire des mails, des lettres à la personne disparue. Et ben moi, à ce moment-là, c'est ce média, un roman, l'écriture, que j'ai choisi. J'ouvre à présent la 3e partie sur mes inspirations pour la Mélodie des limbes. Certes, j'ai déjà parlé en long et en large du thème au cœur de mon roman, mais ce n'était pas ma seule source d'inspiration. Là, maintenant, je vous propose donc de faire rapidement le tour d'autres œuvres qui me font l'âme de la Mélodie des limbes. Tout d'abord, il y a l'ambiance qui a marqué pas mal d'entre vous. J'en ai davantage parlé dans l'épisode de la saison 1 sur l'ambiance d'un roman, que j'ai enregistré avec Charlotte Embrun. La Mélodie des limbes se déroule dans un monde à l'automne éternel, car c'est selon moi la saison qui correspond le mieux à cet entre-deux entre la vie et la mort. C'est une saison à la fois poétique et mélancolique comme l'est mon roman. Du moins, c'est ce que j'ai cherché à transmettre. Dans l'ambiance, je voulais aussi quelque chose à la fois étrange et onirique. Un peu comme Alice au Pays des Merveilles, mais en moins loufoque, si vous voyez ce que je veux dire. Récemment, j'ai parlé qu'il y avait un côté un peu Miyazaki, un peu comme dans Le Voyage de Chihiro. D'ailleurs, j'ai fait dernièrement un post sur Instagram vous expliquant que si la Mélodie des limbes était adaptée en film, oui, je sais, on peut toujours rêver, mais partons du principe que si elle était adaptée en film, je souhaiterais que ça soit Miyazaki, parce que ça lui correspondrait bien. Alors bien sûr, comme dans la plupart de mes œuvres, il y a des influences mythologiques. Je vous ai parlé tout à l'heure de la catabase, ce genre de récit qui remonte à l'Antiquité, où on a un héros qui descend dans le royaume des morts. La Mélodie des limbes est donc bien une catabase. Mais il y a aussi des références dans le nom de certains personnages, comme Phébus, Sélène ou encore Astéria. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, car vous en saurez davantage dans l'épisode de novembre, qui va sortir prochainement. Donc oui, là, ceux qui écoutent les interludes, vous avez une exclusivité, ou du moins une belle indication sur le thème du prochain épisode. En parlant de Phébus, son personnage m'a fortement été inspiré par Louis II de Bavière. Je me suis donc inspiré du destin de ce roi mélancolique qui était obsédé par les arts, ainsi que toute l'esthétique qui lui est associée. Donc je pense au romantisme allemand, qui a une place importante dans la Mélodie des limbes, que ce soit par ses thématiques, son esthétique, ses tableaux. Je vous conseille le film Ludwig ou le crépuscule des dieux de Visconti si vous voulez découvrir un peu le destin de ce roi étrange. Et Phébus est donc un peu un mix entre Ludwig, donc Ludwig II, Louis II de Bavière, et un peu le côté roi soleil également, puisque Phébus, comme son nom l'indique, c'est une référence au soleil du conte d'origine. En parlant du conte d'origine, j'ai également glissé quelques clins d'œil aux différentes variantes des 7 corbeaux. La symbolique des lys, que ce sont les fleurs que cueille la mort et qui représentent les vies qui sont fauchées, à chaque fois qu'elle cueille une fleur, elle tue quelqu'un en fait. Eh bien ces lys viennent des 12 frères, un conte des frères Grimm, qui est en fait le même conte que les 7 corbeaux, mais en plus détaillé. On a 12 frères au lieu de 7, ils sont transformés en corbeaux, non pas par une parole lancée en l'air comme ça par leur père, mais parce que leur petite sœur cueille des lys qui les transforment en corbeaux. Aucune corrélation entre les deux, encore une fois. C'est pour ça que dans mon roman, j'ai décidé de faire en sorte que les lys représentent l'âme des personnes, et quand une personne a l'âme fauchée, elle se retrouve prisonnière des limbes sous la forme d'un corbeau. Il y a également une référence au cygne sauvage Andersen, qui est une variante de cette figure du frère transformé en oiseau. Mais ça, pareil, rendez-vous dans l'épisode de novembre pour savoir quelle est la référence.
Enfin, il me faut évoquer la musique qui est au cœur du roman. On la trouve même dans le titre, la mélodie des limbes. Elisabeth, donc mon héroïne, elle a l'oreille absolue. Elle est capable de déceler des mélodies dans chaque bruit du quotidien. Et la musique est sa façon de s'exprimer, puisque je la vois un peu sur le spectre autistique, donc elle a un rapport au monde différent du nôtre. D'où l'importance de la musique. J'ai écrit le texte presque comme un poème, comme une mélodie. Et de nombreuses chansons, de nombreuses musiques plutôt, m'ont accompagnée tout au long de l'écriture. Alors je me disais que ça serait intéressant de vous en citer certaines. Par exemple, dans ma playlist, c'est principalement la bande originale du film Crimson Peak de Guillermo del Toro, une bande originale qui est signée Fernando Velasquez. Il faut savoir que Crimson Peak, c'est un de mes films préférés. C'est une réinvention des récits gothiques, donc vous connaissez maintenant mon amour pour ce genre. Et l'ambiance de ce film a également un peu participé à la mélodie des limbes. Le thème d'Edith, dont je vais vous mettre un extrait, qui est issu du film, est pour moi un peu le thème musical de mon roman. Dans la playlist, j'ai également glissé La danse macabre de Camille Saint-Saëns, ce qui est un peu compréhensible vu le thème de mon roman, voilà, la mort, danse macabre. Il y a également La lettre à Élise de Beethoven, c'est un morceau que Elisabeth a appris à jouer à la flûte quand elle était jeune. Et il y a également la bande originale du film Quelque part dans le temps, Summer in Time en VO. Voilà, on arrive déjà à la dernière partie qui va parler de la publication et de la réception de la Mélodie des limbes. Il faut savoir que j'ai d'abord écrit la Mélodie des limbes pour moi-même, car j'en avais besoin. Alors ensuite, quand s'est posé la question de la faire publier ou non, j'ai beaucoup hésité. Est-ce que je tenais vraiment à ce que ce bout de moi se dévoilait à d'autres personnes? Comme c'est mon œuvre la plus intime, encore à ce jour, j'avais aussi peur de la réception. Si on n'aimait pas mon roman, je risquais de le prendre comme si on ne m'aimait pas moi. Ce qui n'est pas vrai, je le sais, et je sais que le fait que mon roman soit si personnel ne l'exempte pas de critiques, bien sûr. Mais c'était la sensation que j'ai éprouvée alors, quand j'étais encore à fleur de peau. Finalement, j'en ai discuté avec des amis, je pense notamment à Cameron Valciano, que vous connaissez déjà sur le podcast. Et Cameron m'a convaincu de tenter le coup, alors merci à toi Cameron. Je l'ai donc envoyé à Magic Mirror, pas parce que c'était une écriture de conte et que j'avais confiance en eux, vu que j'avais déjà travaillé avec eux. Et franchement, je ne sais pas si je l'aurais envoyé à quelqu'un d'autre s'il me l'avait refusé. Donc je termine La Mélodie des limbes pendant le confinement en 2020. Je l'envoie à la suite et en septembre 2020, j'obtiens un 8 de Magic Mirror. Comme nous nous mettons d'accord avec mon éditrice pour une sortie automnale qui correspond bien à l'ambiance du roman, ça décale la sortie un an plus tard, en septembre 2021, ce qui nous laisse du temps pour le travail éditorial. Là-dessus, je n'ai pas grand-chose à vous dire, je me souviens pas de modifications hyper importantes, de difficultés éventuelles, donc je vous propose de passer directement à la sortie, un an plus tard. Alors vous imaginez bien, j'étais vraiment anxieuse par rapport à la réception, comme je vous disais, que ce soit par rapport à la thématique que j'ai déjà évoquée, à la façon de vendre le roman j'y arrivais pas, je le trouvais presque inclassable, mais aussi par rapport au retour mitigé que j'avais reçu en fait sur La Bête du Bois Perdu, mon précédent roman. Donc j'avais une pression en mode est-ce que je vais réussir à m'améliorer quoi? Alors, je vous rassure, moi-même j'ai rapidement été rassurée parce que les retours ont été dans l'ensemble très positifs. Alors certes aujourd'hui, quand je prends du recul et que je vois mes œuvres publiées, c'est mon roman le moins vendu, mais en fait je le comprends parfaitement, c'est logique même. Parce que déjà, c'est les 7 corbeaux qui a écrit, qui est un conte qui est peu connu, donc ça va moins attirer. Le concept est très onirique et parfois difficile à définir, comme je vous disais. Donc, pareil, difficile à placer. Et c'est un récit très poétique, presque métaphorique, qui n'attire pas tout le monde. Mais, même s'il a attiré moins de monde, il a su trouver son public parmi ces gens-là, car il a su résonner chez la plupart de ses lecteurs. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai été touchée quand des gens m'ont dit qu'ils se sont reconnus dans l'histoire d'Élisabeth et Frédéric. Avoir atteint une porte universelle, une sorte de lien avec mes lecteurs, c'est ce que je voulais. Et si ce roman a su faire du bien à d'autres personnes, alors c'est que j'ai réussi. J'ai même été très touchée d'apprendre que La Mélodie des limbes est le roman préféré de certaines lectrices. Alors vous imaginez même pas à quel point cela compte pour moi. Alors merci beaucoup à tous. Voilà, on arrive déjà au terme de cet interlude. Il a été plus rapide que les autres que j'ai fait sur mes romans, mais peut-être
Peut-être parce que j'ai réussi à devenir enfin synthétique, je ne sais pas. Ou peut-être parce que justement, vu que c'est mon roman le plus intime, peut-être que j'arrive pas encore à me dévoiler entièrement. Peut-être qu'il faut simplement le lire pour le comprendre. Mais voilà, encore aujourd'hui, je vous ai confié une petite part de moi-même. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain chapitre qui sortira tout bientôt, le 15 novembre. À très vite! Merci d'avoir écouté cet épisode d'À la croisée des plumes. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute. Pour ne pas rater les futurs épisodes, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram à la croisée des plumes _podcast. Et si vous voulez suivre mes actualités en tant qu'autrice, rendez-vous sur @nina.gorlier. En attendant le prochain chapitre, je vous souhaite de bonnes lectures et plein d'inspiration pour vos projets d'écriture. À la prochaine!